J'ai une expérience, vous voyez, moi, c'est plutôt les professionnels. J'ai été une fois hospitalisée et là où j'ai trouvé là où ça a été plus stigmatisant, c'est avec les soignants. C'est-à-dire qu'on vous infantilise. C'est-à-dire que là, on y va pour se soigner. Et donc, quand on vous met dans la chambre, on me dit, allez, vous sortez, vous faites ceci, vous faites cela. Moi, j'ai dit, mais je ne suis pas une enfant, je viens pour me soigner. On vous propose des activités comme au centre de loisirs. J'avais l'impression d'être infantilisée. Et moi, je les remettais toujours à leur place. J'ai dit, écoutez, si c'est ça, ne vous occupez pas de moi. Je veux voir uniquement ma psychiatre. Et j'ai dû faire ça. Donc, il y avait une partie des soignants qui ne voulaient plus m'approcher parce que j'étais pas assez, j'avais pas le profil d'une malade qu'on devait s'occuper. Voilà, c'est vraiment stigmatisant. C'est avec les professionnels de santé où on nous infantilise. On n'est pas là pour nous infantiliser, ce qui fait que j'avais une façon de parler. Voilà, comme je le suis aujourd'hui, une partie des soignants ne voulaient plus m'approcher. Et là, j'ai trouvé la stigmatisation, c'est plus par rapport aux professionnels de santé. C'est là qu'il devrait y avoir du travail. Enfin, il devrait les former différemment. On n'est pas là pour nous infantiliser, on est là pour se soigner. Donc voilà, mon expérience était à l'hôpital. Oui. Bon, je ne donnerai pas le détail de mon expérience pour dire que mon expérience, elle m'a appris que vraiment le plus fondamental, c'est de pouvoir faire respecter le droit de continuer à être accompagné par les médecins avec lesquels on a établi une relation de confiance. Que on vous dise dans une salle de contention où 30 secondes après, vous allez avoir 3 infirmiers qui vont vous sauter sur le paletot. Infirmier, entraînement oméga 4 sans formation médicale, plus un 4e qui vous met une piqûre à travers le pantalon, simplement parce que j'avais dit je demande à pouvoir voir le plus tôt possible demain matin les médecins avec lesquels j'ai établi une relation de confiance. Et qu'on vous réponde, je voudrais qu'il y ait un enregistrement dans ces cas-là, et que ce n'est pas une atteinte à la dignité de la personne que les violences qu'on lui fait soient enregistrées pour être surveillées. Or, il paraît que les violences qu'on vous fait, si ça n'est pas enregistré, ça n'est pas une atteinte à la dignité. Il y a cet argument-là qui est répandu. Vraiment, c'est l'impuissance totale. C'est-à-dire que quand on marque une volonté de se faire accompagner, de ne pas délirer, de tenir la rampe, que des gens vous refusent ce droit pour vous dire « vous faites de la victimisation », j'ai le devoir de vous traiter psychiatriquement, c'est inconcevable. Et ça devrait vraiment être surveillé. C'est-à-dire que de telles restrictions de liberté ne devraient pas être permises d'une façon qui permet de transgresser les obligations de procédure et de respect des droits qui existent dans le cas d'une restriction de liberté par condamnation pénale. Si on présente un risque quelconque pour les autres, ça doit pouvoir donner lieu à un débat contradictoire. Quand on prive, quand on drogue quelqu'un avant présentation devant le juge, à chaque fois que c'est fait, c'est aussi scandaleux que ce soit dans nos hôpitaux ou à Guantanamo. Or, à Guantanamo, c'était sur une quinzaine d'exemplaires. Chez nous, c'est sur 100 000 personnes par an. Et ça a augmenté depuis plus de 15 ans de 5% par an.
c'est vraiment un dysfonctionnement complet de nos institutions. Et à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on va faire semblant de faire des réformes sans chercher à avoir vraiment des résultats, simplement pour dire on est en train de faire des efforts, ah ben on n'a pas réussi, on va refaire des efforts, mais en fait ne rien changer, parce que c'est un système de régulation sociale, ça n'est pas un système médical. Merci beaucoup Bernard. Je précise que vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire d'éthique de la faculté de médecine de Paris-Sud. Vous avez, comme on a pu le voir, une immense culture et expertise. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux avec vos écrits et vos conférences. Et maintenant, il nous reste 2 questions auxquelles vous allez pouvoir répondre, qui nous arrivent donc sur Internet. La première, ce sont les professionnels qui font amende honorable et qui disent comment faire mieux, notamment probablement parfois on manque de formation. Qu'est-ce qu'il faudrait envisager? Qui souhaite répondre en premier? Oui, Anne-Sara. Je pense qu'on va tous dire pareil, il faut travailler avec nous, il faut que nous-mêmes soyons professionnels, personnes concernées, et puis on peut prendre aucune décision, enfin je crois que Bernard a été plus clair, le plus clair possible là-dessus, on peut prendre aucune décision sur des personnes concernées sans qu'elles soient elles-mêmes associées. Donc je pense que c'est vraiment ça la clé, c'est comprendre de quoi on parle, pas décider pour les autres, travailler ensemble, savoir exactement quelles sont les situations avec ceux qui les vivent. Oui, Jamila. Par une métaphore, par une image, vous savez tout ce que c'est qu'un pizzaiolo. Je vais répondre. Un pizzaiolo va vous montrer une pâte à pizza. Vous allez comprendre l'image. Il va vous montrer une pâte à pizza. Et en face, le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il a un nombre d'ingrédients. Ce n'est pas le pizzaiolo qui va lui choisir ses ingrédients pour la mettre sur la pâte. C'est le client qui va choisir ses ingrédients qu'il aime et qui va mettre sur la pâte à pizza. Ce que ça veut dire, pour moi, c'est que le pizzaiolo qui a une pâte à pizza peut être représenté par un professionnel de santé. Si vous n'avez pas de pâte à pizza et vous n'avez que des ingrédients de la pizza, vous n'avez pas de pizza. Si vous n'avez qu'une pâte à pizza et que vous n'avez pas d'ingrédients pour la pâte à pizza, à votre avis, ce ne sera pas une pizza et vice-versa. Donc, en fait, il faut le pizzaiolo, les ingrédients de la personne, et quand elle va la manger, à votre avis, est-ce qu'elle va l'aimer, cette pizza? Est-ce qu'elle va pouvoir la digérer? Elle n'aura pas d'indigestion, elle va prendre ce qu'elle va pouvoir intégrer et digérer. Moi, je pense que je réponds à cette question par cette image. Et vous savez où est-ce que je l'ai trouvée, cette image-là? Dans mon rêve. Je m'intéresse au rêve, et je me suis levée et j'ai compris le symbolisme de ce rêve. Et depuis, j'en ai parlé à des infirmiers dans les réseaux sociaux. Il y a une infirmière en psychiatrie qui m'a dit je vais la garder, je vais l'imprimer et je vais la mettre à mon cabinet et je vais en parler à mes collègues. Voilà comment je pourrais répondre à cette question. Merci. Vous avez probablement donné fin, alors avant la pause déjeuner, une réponse de Bernard et puis une dernière question. J'essaye de participer à un 3e projet Cap Droit, subventionné par la CNSA. Subventionné, c'est en cours de confirmation par l'IRESP, et subventionné par la Fondation de France. Ça vient d'être confirmé. Et ce qui m'intéresse, c'est que donc je suis dans un hébergement d'urgence où il y a, parce qu'il est relativement récent et que c'est possible d'y vivre pour des handicapés, une grande proportion de personnes handicapées. L'accès à l'autonomie pour ces personnes handicapées qui sont en hébergement d'urgence, indéfiniment en hébergement d'urgence, est quasiment nul. Et ça complique indiscutablement leur inclusion. Et pendant le Covid, ils n'ont plus beaucoup
qui se retrouvent sans aucun revenu. Il y en a même un à qui on a retiré la nationalité il n'y a pas tellement longtemps. Il a encore pu voter au municipal, mais étant donné qu'on lui a retiré la nationalité, il n'a droit à aucune aide sociale. Il a été déclaré par l'assistance publique à sa naissance, sans autre indication de nationalité. Et ça lui est retiré administrativement. Ça fait des années qu'il n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Et il est effectivement handicapé. Et on lui répond, les étrangers à la retraite ont vocation de vivre dans leur pays d'origine. S'ils veulent demander un permis de séjour, ils doivent le faire depuis leur pays d'origine. Et ce qui suppose qu'ils commencent par signer une renonciation à demander l'aide sociale sur notre territoire. Quand on fait ça, parce que les administrations peuvent violer toutes les lois les plus fondamentales sans qu'aucun détour ne soit possible pour contourner l'obstacle, c'est quand même désolant. Merci Bernard. On va répondre, je vous propose en tout cas de répondre à la dernière question qui concerne les commissions d'usagers. Qu'en pensez-vous? Oui, Anne-Sara. Moi, je voulais juste finir sur le premier sujet que je trouve intéressant et qui est lié avec le deuxième, par la première question. C'est juste que si la question est de soigner, de rétablir, nous tous qui avons traversé des troubles psychiques, moi j'ai perdu la vue, perte d'audition, perte de n'importe quel handicap en fait. Moi je suis tombée sur des soignants et des médecins formidables, ophtalmo, locomotrices, psy, enfin tout le monde, j'ai trouvé plein de professionnels formidables. Mais ceux qui m'ont apporté le plus sont ceux qui ont perdu la vue. Donc, on n'est pas en train de remettre en question les professionnels. On est en train de dire que quand vous traversez un trouble psychique, la personne qui va vous aider réellement le plus pour savoir comment vous en sortir, quel traitement, comment prendre ses traitements, comment adapter sa vie, la personne qui va vous aider le plus, c'est celle qui connaît cette situation et qui l'a vécue dans son corps. Donc, voilà, on n'est pas dans on ne tire pas à boulet rouge sur les professionnels, on dit juste que c'est une telle évidence que moi, il y a la personne qui va m'expliquer ce que ça fait de perdre la vue et comment on s'adapte. C'est pas quelqu'un qui voit, c'est une évidence. Donc on a besoin des personnes concernées parce que la paire est dense, le partage des expériences et des connaissances, c'est ça qui aide le plus à trouver son autonomie et à trouver ses solutions. Et après, nous, les commissions d'usagers, nous, c'est ce qu'on prône dans le cadre de droit pluriel. Donc, au niveau de la justice, on dit qu'il ne peut rien se faire sans commission d'usagers. C'est-à-dire que, par exemple, on a le plus grand tribunal d'Europe qui est apparu à Paris. Le nouveau tribunal, il n'est pas terrible en termes d'accessibilité. Et les avocats sourds, malentendants, aveugles, en fauteuil, etc., nous ont dit mais on n'arrive pas à bosser dans ce nouveau tribunal, c'est le fleuron de la modernité, on n'arrive pas à bosser, on est empêché. Alors nous on a écrit à la présidence du tribunal en disant écoutez, il y a des vrais problèmes d'accessibilité, il y a tel point qui ne vont pas. Et on s'est reçu une réponse de la présidence du tribunal qui disait on n'a rien à se reprocher, c'est aux normes. Et les commissions d'usagers, elles ont ça d'intéressant que les normes, c'est une chose, ça permet de mettre un cadre, mais après, si ça ne fonctionne pas, il faut les réinterroger, il faut les adapter, et il faut sans arrêt les faire vivre. Nous, on parle d'accessibilité vivante, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je pose un dispositif à un endroit
que dans 5 ans, ça va fonctionner et que on ne peut pas l'arranger, l'adapter. Aujourd'hui, ce qui se passe souvent, c'est que, par exemple, sur les personnes appareillées, on met une boucle magnétique qui est un système d'amplification sonore quelque part. Vous savez, c'est l'oreille barrée, là. Donc voilà, ça y est, c'est fait, c'est placé. Or, en fait, personne ne sait comment ça marche, comment l'utiliser, etc. Et les commissions d'usagers, ça permet de tester ces aménagements-là, de former les personnels qui les utilisent et puis de les faire évoluer dans le temps. Nous, on est absolument pour. Merci beaucoup Anne-Sara, ce sera le mot de la fin. C'est l'heure de la pause déjeuner. On se retrouve ici avec l'ouverture de l'auditorium à 13h30 et la reprise du direct à 13h45. Ce sera l'élocution d'Aude Caria, directrice du Psycom. Elle ouvrira donc l'après-midi sur le thème de la stigmatisation. Et on me fait signe... Oui, alors pour ce message pour les personnes ici présentes dans l'auditorium, il vous est conseillé, si cela vous est possible, de manger dans la cité si vous avez prévu ce qu'il faut, puisqu'il sera peut-être un petit peu compliqué de re-rentrer dans la cité des sciences. Voilà. À tout à l'heure. Merci à toutes et tous et en particulier à nos intervenants et intervenantes.